Ibouka, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je me nomme Ibouka Njoli, je suis le papa d'une petite dictatrice Yeah! et le mari d'une magnifique jeune dame qui est passionnée d'art, de culture, de patrimoine et de pâtisserie. Wow! Et sur le plan professionnel, je suis un auteur et entrepreneur, notamment le fondateur de Teki Agency, qui est une agence digitale e-commerce, et Teki Studio, qui est une fabrique de marques. Et je suis auteur, donc j'ai écrit des livres et voilà. Donc c'est ça la petite présentation. Ok, Ibouka, il est de quelle nationalité? Alors Ibouka, on va dire il est africain. Ah, ok. Parce que quand je commence à détailler, les gens ça c'est pas. On va dire qu'il est africain Ibouka. Ok. C'est simple africain qui vit beaucoup plus au Sénégal. Oui, qui vit beaucoup plus au Sénégal. Alors j'ai vécu dans divers pays. J'ai vécu mon enfance, une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Après, pour des raisons familiales, on a dû voyager et finalement on s'est installé au Sénégal. Et depuis lors, bon, le Sénégal est devenu mon aéroport en fait. C'est-à-dire que quel que soit le lieu où je pars, je reste un moment, je reviens toujours au Sénégal. Alors, c'est quoi ta relation avec l'entrepreneuriat? C'est quoi ton rapport avec l'entrepreneuriat? D'où t'es venu? Alors, ok, on va dire, c'est quoi, donc d'après tes souvenirs, quelle a été ta première expérience où tu as gagné de l'argent? Excusez-moi. Alors, ma première expérience où j'ai gagné de l'argent, bon, je vais plutôt parler de celle dont je me souviens, parce que je me souviens que j'avais fait des petits deals en fait en étant gamin. C'est-à-dire, je voyais des gens qui vendaient par exemple, on va dire un piano, tu vois, et je l'achetais à un prix très vil, et je venais au niveau de mes amis. Je jouais, ils étaient intéressés et je leur vendais à un prix beaucoup plus élevé. Je partais réacheter en fait. Mais ça, j'étais vraiment gamin. J'ai eu aussi à vendre, bon ça j'étais vraiment encore très gamin, des arachides avec ma sœur. Donc on avait vu que c'était un truc intéressant. On avait compris que les maçons, ils aiment beaucoup du guerre-tétchaf. Et donc du coup, on achetait les arachides, ma sœur et moi, on les faisait faire, on mettait dans un sachet, après on vendait, tu vois. Bon, ça c'est vraiment très loin. Maintenant, là où je vais dire que j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent de manière un peu plus raisonnable, on va dire, j'avais appris à utiliser l'ordinateur. J'avais appris à utiliser l'ordinateur et donc je connaissais un peu les logiciels comme Publisher, Word, etc. Et je m'amusais beaucoup à créer des trucs, des cartes de vœux, etc. Et j'ai commencé aussi à créer des cartes de visite. Et donc quand j'ai commencé à créer des cartes de visite, j'ai compris que voilà, c'était quelque chose que les gens cherchaient. Donc les gens voulaient avoir des cartes de visite. Et ce dont je parle, c'était en 2001 en fait. Donc les gens étaient intéressés ils voulaient en tout cas avoir des cartes de visite parce que c'était bien avant que l'internet devienne ce que c'est. Et mais ils n'avaient pas forcément de fournisseurs pour ça. Au Sénégal, à Dakar en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs. Il y avait une entreprise qui s'appelait, bon je vais pas citer le nom, mais qui était là, qui faisait ça, mais c'était pratiquement la seule en fait. Et moi j'avais ce savoir-faire, donc j'ai vu un de mes cousins en fait, je lui ai dit ce qu'on va faire c'est que moi je vais faire le travail, toi tu vas aller chercher des clients et on va faire le business comme ça. J'avais une imprimante et donc j'ai commencé à faire des cartes de visite, je concevais des cartes de visite pour des tailleurs, pour des petits business quoi, des small business et je concevais les cartes de visite, je les découpais moi-même et lui il se chargeait d'aller livrer parce qu'il était plus âgé que moi. Et donc c'est ce premier business là on va dire qui est si je parle de mon départ en tant qu'entrepreneur en fait, en ce moment je savais pas ce que c'était qu'entrepreneur mais c'était vraiment ça parce que c'est là où j'ai fait aussi mon premier million en francs CFA, je précise, en chiffre d'affaires en fait, c'était avec ce business là. Donc et tu avais à peu près quel âge? J'avais 11 ans. Wow. Donc on va dire en fait que c'est mon entrée dans l'entrepreneuriat, même si je ne savais pas que ce que je faisais, ça s'appelait de l'entrepreneuriat. Et après cette aventure-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé juste après cette aventure-là? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? Est-ce que c'est une aventure qui est toujours en cours? Mon père a repris le business. Il a dit parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les parents, en fait, quel que soit ce que tu peux faire à titre personnel, tout, ce qui les intéresse, c'est que tu partes à l'école, tu vois. Et j'avais plein de petits talents. Moi, je joue au piano depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mais mon père s'est jamais dit on va tabler sur ça pour que tu puisses développer. Je dessinais.
Ça l'intéressait pas. Et tu chantes aussi bien, j'ai vu. Bon, ça c'est bien après. Il chante trop bien. Mais ça c'est bien après. Mais en fait, j'avais différentes choses que je faisais, mais qui n'étaient pas liées à l'école. Yeah. Et mon père, en fait, ce qu'il voulait, c'est que tu partes à l'école, que je parte à l'école, que je suive la voie classique en fait de l'école. Et donc c'est pour cette raison justement que j'ai arrêté ce business-là. Lui, il a récupéré le business. Yeah. Et après, avec l'école, tu es allé jusqu'à quel niveau? Alors déjà, pour commencer, pour expliquer un peu la chose, alors nous quand on habitait en Côte d'Ivoire, pour la petite histoire, en 99, mon père en fait, c'était on va dire un activiste, on va dire, et il parlait beaucoup par rapport aux problèmes politiques, etc. Et donc il a commencé à avoir des problèmes avec l'État, avec l'ancien président qui est même décédé récemment, Henri Konan Bédié. Et donc du coup, lui, il a dû partir en fait de la Côte d'Ivoire vraiment très rapidement, et nous aussi on a dû partir. Et donc comme c'était vraiment une affaire politique, il avait peur qu'on puisse nous prendre, qu'on puisse nous faire du mal. Pendant 6 ans, j'ai pas été à l'école. C'était pour vous protéger. Justement, pendant ces 6 années où j'ai pas été à l'école, c'est là que j'ai fait toutes ces choses dont j'ai parlé. Et j'ai aussi beaucoup lu, etc. Et donc du coup, quand je retournais à l'école, je suis retourné à l'école en 4e et je ne savais absolument rien. Je me souviens, pour la petite anecdote, j'étais au collège Sacré-Cœur. C'était les cours de vacances. On avait mis une équation très simple au tableau. Je m'en souviens toujours de cette équation. 5x plus 2 égale 0. Il fallait faire l'équation. Bon, je ne sais toujours pas faire ça, moi. Et je te jure, j'étais comme ça, avec ma craie devant le tableau, et je ne pouvais pas faire. Je comprenais pas en fait. Je savais pas le x il venait d'où ça signifiait en fait. Je n'avais pas appris toutes ces choses là. Et je me souviens, on s'était moqué de moi. Les gens de Sacré-Cœur en fait, c'était de la classe, s'étaient moqués de moi. Et j'avais pris la décision. Je m'étais dit, il fallait que j'apprenne les maths. Il fallait que je devienne meilleur que tout le monde en maths. Et pendant les vacances, j'ai appris les maths. Et quand je suis retourné à l'école en classe de 4e, je suis sorti premier de la classe. Et j'étais très bon en maths. Après ça, j'ai toujours été, on va dire, premier de la classe jusqu'en classe de seconde, où j'ai un peu lâché parce que bon, j'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à jouer au baby-foot, j'ai commencé à jouer au football, etc. Bon, après, j'ai poursuivi les études jusqu'en licence. J'ai pas fait de master, mais je me suis arrêté en licence. J'ai fait droit et criminalité, j'ai pas trop aimé. Le droit, c'était parce que mon père voulait que je fasse le droit, j'ai pas trop aimé. J'ai fait on va dire près d'une année d'informatique à Epitech Afrique. On parlait d'architecture d'informatique, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais appris tout seul, donc j'ai pas vraiment aimé. Moi, je voulais vraiment le contact avec l'ordinateur. Et après ça, je suis allé j'avais été pris à Sciences Po Paris. Non, Sciences Po Reims plutôt. J'avais été pris, mais je n'avais pas pu aller parce que je n'avais pas pu avoir la bourse. Je n'avais pas postulé avant. Donc après, on m'a dit, les gens de Sciences Po m'ont dit d'aller à l'UGB parce qu'il y avait un programme de Sciences Po là-bas. Donc je suis allé à l'UGB, j'ai fait le tronc commun Sciences Po droit. C'était un peu trop théorique pour moi, j'ai pas trop aimé. Après, je suis allé en métier des arts et de la culture. Et j'ai bien aimé ça par contre parce que ça avait un peu trait à l'art et tout ça, ça m'intéressait un peu. Mais je suis pas resté longtemps là-bas, je suis allé jusqu'à la licence et puis après j'ai basculé en marketing. Donc c'est comme ça que j'ai terminé. Mais pour les études, j'ai pas vraiment suivi en fait, on va dire un programme clair parce que j'étais en train de me chercher. Je savais pas vraiment quelle était ma voie. Mais quand j'ai trouvé le marketing, je me suis dit là c'est le bon en fait. Et pourquoi est-ce que tu as arrêté les études? J'ai pas vraiment arrêté les études parce que… Donc quand je dis les études conventionnelles. Oui, en fait, j'ai fait une vidéo sur YouTube justement dans laquelle je parlais de ça. En fait, c'était ennuyant pour moi. J'étais à l'UGB à l'époque et ce qu'on apprenait, c'était des choses que je connaissais déjà et je n'avais pas l'impression de grandir en fait en tant que personne. Tu vois. Et en ce moment, aussi, j'avais un business. Il faut dire aussi qu'à ce moment, j'avais lancé, en fait, pour vraiment parler d'entrepreneuriat, c'était à ce moment en 2012 que je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat et je me rendais compte qu'il fallait choisir entre mon business et les études à ce moment-là. Et les études ne m'intéressaient vraiment pas, donc j'ai décidé plutôt de mettre ça de côté. Mais après, j'ai poursuivi un peu, quand je parle par exemple de marketing, j'ai poursuivi, mais je n'ai pas poursuivi de manière linéaire. Donc je me suis arrêté, comme je l'ai dit, en fait, j'ai fait des formations, de la formation en marketing notamment. Mais après, je ne voyais pas l'intérêt en fait de continuer les études parce que pour moi, en fait, j'étais bon à l'école, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'aimais, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du système éducatif en Afrique, dans le monde, globalement?
Je dirais même pas en Afrique, mais je dirais même dans le monde, en fait, il n'est pas adapté aux réalités actuelles. Yeah. Il n'est pas adapté, parce que les chiffres le montrent très bien. L'école, c'est une institut qui date de plus de 100 ans, Yeah. et c'est la seule, en fait, on va dire, dans le monde qui n'est pas changée. Tu vois, même les classes sont pareilles, ce que, par exemple, nous, on a appris, c'est ce que nos parents ont appris, c'est ce que nos petits frères ont appris, et alors que le monde a changé, en fait. Et donc, le système, en ce moment, à mon sens, en tout cas, il n'est pas vraiment adapté au monde. Il ne permet pas aux gens de faire face en fait aux réalités du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Yeah. Certes, l'enseignement, il y a des choses en fait qui sont importantes dans cet enseignement, mais je pense qu'on pourrait réadapter ça pour que ce soit un peu comme tu vois aux États-Unis où Yeah. les gens choisissent en fait, on va dire leur majeur en fait. Ça veut dire les choses qu'ils vraiment ils aiment faire, dans lesquelles ils sont bons, ils vont dans ça, mais pas les programmes où vous avez par exemple, je trouve absurde qu'on ait 22 leçons d'histoire géographie, que les enfants quand ils vont à l'école ils ont des sacs pleins, ils Yeah. apprennent plein de choses. Et aujourd'hui quand je te pose même une question en mathématiques que tu avais appris, tu pourras pas répondre, tu vois, parce que ça te sert pas. Donc je pense en fait qu'on devrait réadapter le système pour qu'il soit bénéfique en fait pour les personnes qui y vont, et plutôt mettre en avant en fait le gain, c'est-à-dire par exemple le bénéfice. Aujourd'hui, si j'apprends, on va dire par exemple le marketing, je sais que quand je vais sortir de cela, je vais pouvoir l'utiliser. Mais il y a plein de choses qu'on apprend dans l'école aujourd'hui qui ne sont pas utilisables en fait. Yeah. Donc j'ai ce problème-là par rapport au système éducatif, et même à mes frères et sœurs, c'est que je leur dis allez à l'école, mais n'apprenez pas, ne vous limitez pas à ça en fait. Essayez Yeah. plutôt d'apprendre des choses qui vont vous être utiles en fait dans le monde dans lequel nous sommes. Moi, le problème que j'ai, c'est vraiment l'éducation de mes enfants parce que, yes, actuellement j'en ai 2. Après, quand je vois, je sais que voilà quoi, pour arriver au bac, ils vont faire 12 ans pour arriver au bac. Et je sais que 80% des choses qu'ils vont apprendre dans ces 12 ans-là à l'école, c'est pas des choses qu'ils vont utiliser. Et là, j'ai voilà quoi, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais faire de sorte pour vraiment maximiser leur jeunesse pour qu'ils puissent apprendre des choses qui sont. Et là, c'est vraiment challengeant. Voilà, quand on est dans un environnement où on te propose pas beaucoup de choses, voilà, des alternatives, etc. C'est super compliqué. Et j'ai aussi remarqué que pas mal de gens actuellement, même à l'extérieur surtout, etc. Bon, des gens qui sont quand même aisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire du homeschooling, c'est-à-dire tu recrutes les personnes qui doivent éduquer tes enfants, c'est-à-dire tu vas choisir, tu vas sélectionner les choses les plus importantes ce que tu penses quoi, comme plus important pour tes enfants. Mais moi en fait, j'ai le même problème que toi. Tu sais, une fois qu'on devient parent, on commence à avoir en fait des problèmes de parents. On commence à penser surtout quand on est des personnes en fait qui ont un regard en fait différent sur la société et tout. On commence à penser en fait à ce qui serait bénéfique pour nos enfants. Et justement, je discutais avec ma femme à ce sujet. Je ne pense pas, je sais pas encore ce qui va être demain, mais je ne pense pas en fait que moi, ma fille, elle va suivre la voie classique de l'école comme on la connaît. Je sais que soit il y aura une école spéciale, tu sais comme ce que Elon Musk a fait. Il a vraiment fait une école en fait pour à la fois ses enfants et les enfants des employés de SpaceX, etc. Donc une école spéciale qui va apprendre aux enfants en fait des choses qui vont vraiment leur être utiles, qui vont vraiment leur être utiles en fait. Et c'est ce vers quoi moi je pense en fait que je vais aller. Bon après je sais qu'il y a encore du temps, mais la voie classique là comme tu le dis 12 ans, non je pense pas que je vais le faire. Mais on verra bien, mais je pense pas que je vais le faire. Alors moi je pense que tu es la première personne que j'ai vue ici au Sénégal pratiquer du e-commerce, du e-commerce pour toucher des gens, c'est-à-dire du dropshipping pour toucher des gens qui sont à l'extérieur, quoi. Tu fais du e-commerce, tu es là au Sénégal et tu fais du dropshipping. Parce que la majeure partie en général des gens que je vois, c'est des gens qui sont à l'extérieur, même si c'est des Africains, c'est des Africains qui sont à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler du dropshipping en Afrique? Ouais. Alors, déjà, premièrement, il faudrait expliquer un peu ce qu'est le dropshipping parce que les gens, souvent, ils font un peu l'amalgame, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est. Le dropshipping, en fait, c'est juste un modèle, en fait, je vais dire, de logistique.
tu vois, ou on peut appeler ça aussi un business model qui est un peu différent de l'e-commerce classique parce que en fait dans l'e-commerce classique, comment ça se passait? Tu as des produits, tu crées un site e-commerce, tu mets tes produits, donc tu les affiches sur le site, les gens viennent acheter et toi tu te charges de livrer les produits aux gens. C'est ce que beaucoup de personnes font ici en fait. Ça c'est l'e-commerce classique. Dans le dropshipping en fait, tu as pas tes produits, ce sont pas tes produits à toi, tu n'as pas de stock de produits. Ce que tu te charges en fait de faire, c'est être l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Donc ce que toi tu fais, tu crées une plateforme sur laquelle tu vas prendre les produits du fournisseur, tu vas mettre les produits sur la plateforme, tu vas faire toute la partie marketing en fait pour que les gens puissent voir le bénéfice du produit, etc. Et quand ils achètent sur ton site, la commande est envoyée au fournisseur, le fournisseur se charge de livrer au client, toi tu récupères ton argent. Donc c'est ça en fait, c'est toujours l'e-commerce, mais on t'a enlevé la partie logistique. Et le risque aussi, on l'enlève un peu parce que tu vois, les gens ils étaient obligés d'acheter des stocks avant pour pouvoir vendre le produit. Et quand le produit se vend pas, bah, le stock tu l'as et tu es obligé de le couler, le bazarder, parfois même tu restes avec ça. Dans le dropshipping, puisque tu n'as pas de stock, le produit est toujours chez le fournisseur. Si le produit se vend pas, bah tu changes, tu vas sur un autre produit en fait. Donc c'est ça en fait le dropshipping. Et est-ce que tu penses que ce business a toujours du potentiel? Bah justement, moi je pense qu'il a du potentiel parce que les gens continuent de le faire. Mais là où je pense qu'en fait qu'il a changé beaucoup par rapport à ce qui était avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, c'est comme tous les business, beaucoup de personnes qui se sont lancées et qui se sont lancées pour des mauvaises raisons et qui le font mal. Normalement, si tu vois un site e-commerce et que tu peux dire ça c'est un site de dropshipping, ça veut dire que la personne qui l'a fait, elle n'est pas vraiment bonne dans ça en fait. Parce que normalement, tu ne peux pas différencier un site e-commerce classique d'un site de dropshipping. Par exemple, Amazon fait du dropshipping, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire même Apple en fait avec les Apple Store, ça, ils font du dropshipping. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un Apple Store pour acheter ou même quand tu vas sur les sites pour acheter, c'est pas eux qui ont le stock en fait. Ils prennent le stock quelque part et c'est là où il y a le stock en fait, ils te livrent, tu vois. Et c'est ça en fait le dropshipping en soi. Maintenant, nous qui le faisons, bon, moi je le fais plus vraiment dans le mode classique du dropshipping, je vais expliquer pourquoi, mais nous qui le faisions, ce que nous faisions en fait, c'est essayer d'identifier quels étaient les produits qui étaient vraiment intéressants, qui avaient du potentiel et que les gens pouvaient acheter. Et quand on identifie ces produits-là, on essaie de trouver un fournisseur qui est capable de fabriquer ou qui a déjà ce produit en stock et qui est capable d'assurer la livraison assez rapidement. Et une fois qu'on trouve ce fournisseur, maintenant, on va créer notre site e-commerce. On va prendre donc les images, les images du produit chez le fournisseur. On va les afficher sur le site et on va faire toute la partie marketing. La partie marketing, en fait, c'est à la fois la publicité, la publicité Facebook, etc. C'est aussi travailler avec les influenceurs. C'est parfois aussi créer du contenu, comme aujourd'hui beaucoup de personnes qui le font en Occident font via TikTok, parce que TikTok, la viralité est grande. Donc pour exposer en fait le produit au maximum de personnes. Et donc quand les personnes vont voir le produit, elles vont venir sur le site pour acheter. Et lorsqu'elles vont acheter, derrière en fait il y a la machine qui est lancée. Bon, il y a des applications qu'on utilise pour connecter notre site à celui du fournisseur et le fournisseur va se charger de livrer ça au client. Et donc du coup moi je peux être au Sénégal et puis vendre à des personnes qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Donc quand je dis qu'il a encore du potentiel, c'est parce que il y a encore des bons produits qui sortent en fait. Il y a des produits qui sont hyper utiles, qui sortent et il y a des personnes qui sont assez smart pour trouver ces produits-là avant tout le monde et trouver en fait les fournisseurs qui les proposent et créer des sites qui sont bien, des sites professionnels sur lesquels ils les vendent. Et ces personnes-là se font de l'argent encore aujourd'hui. Parce que là où en fait l'avantage en fait aussi avec le dropshipping, c'est que par exemple si le fournisseur il vend le produit par exemple, je vais dire n'importe quoi à 4 € ou 5 €, toi tu peux revendre le produit 3 fois plus cher. Parce que tu vas faire du marketing, donc tu vas dépenser pour la publicité par exemple, et aussi il faut que tu fasses tes marges en fait. C'est un travail que tu fais, tu vois. Et donc du coup, ce sont ces marges-là qui accumulées qui te font de l'argent. Et donc parfois, bon, moi j'ai eu des périodes vraiment très 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 bien avec le dropshipping où vraiment on a fait vraiment beaucoup d'argent. Mais la raison pour laquelle moi j'avais décidé d'arrêter, c'est parce que je vendais des produits qui n'étaient pas les miens. C'était des produits de fournisseurs, donc des produits, on travaille beaucoup avec des fournisseurs de Chine, même si il y a des fournisseurs aussi en Occident. Donc
tu peux trouver des fournisseurs suisses, etc. Mais en Chine, c'est beaucoup moins cher, donc du coup, tu as des marges beaucoup plus élevées. Et du coup, je vendais des produits. Certes, les gens étaient comment dire, ils étaient intéressés, ils achetaient les produits, ils appréciaient, etc. Le marketing, le service après-vente, etc. Mais je ne sentais pas l'impact. Parce que pour moi, en fait, j'ai toujours dit que le meilleur héritage qu'on puisse laisser, c'est l'impact positif qu'on a dans la vie des gens. Et avant de me lancer dans l'e-commerce, dropshipping, etc., j'avais commencé à faire des business déjà ici au Sénégal et c'était plutôt l'impact que je voulais avoir en fait. Et je n'avais pas cet impact-là. Je prenais des produits qui étaient pensés par des fournisseurs et qui n'étaient pas forcément adaptés à ce que moi je voulais vendre. Donc du coup, je me suis dit, au lieu de faire du dropshipping dans le modèle classique, je vais faire en fait du e-commerce 2.0. C'est toujours une forme de dropshipping, mais ce sont mes propres produits. Donc je travaille avec des fournisseurs, je conçois mes produits et je leur dis, est-ce que vous pouvez fabriquer ça pour moi? Et ils le fabriquent et puis moi je les commercialise. Et ce sont des produits en fait où je suis le seul parfois à les vendre. Dans le dropshipping, puisque c'est de la vente en marque blanche, c'est-à-dire que le fournisseur il est là, il vous dit si vous voulez revendre mes produits, ils sont là, revendez. Les personnes qui vendent, ils vont se faire de l'argent. Donc moi je peux vendre un produit, toi tu peux le vendre, n'importe qui peut le vendre. Donc du coup parfois on est sur le même marché et on est en concurrence, alors qu'on a le même produit. Il est juste présenté de manière différente, tu vois. Et sur le long terme, si tu n'es pas vraiment bon en marketing, tu t'en sors pas. C'est pour cette raison que tu vas voir, c'est très polarisé parce qu'il y a des personnes qui se font de l'argent avec du drop et puis il y a des personnes en fait qui n'arrivent pas à se faire de l'argent avec ça. Est-ce que quand on est en Afrique, c'est facile de faire du dropshipping? Non, c'est pas facile. Moi, j'ai eu un avantage, et c'est parce que, tu vois, l'un des plus gros problèmes, en fait, quand tu dois faire du dropshipping depuis l'Afrique, c'est les agrégateurs de paiement. Tu vois, PayPal, bon, ça marche, certes, mais c'est bon. Maintenant, je pense que c'est possible pour les gens de récupérer de l'argent, mais ce que les gens utilisent habituellement en Occident, en tout cas pour acheter, c'est leur carte bancaire. Et la meilleure solution, en tout cas en ce moment dans le monde, pour intégrer le paiement par carte bancaire, ça s'appelle Stripe. Sauf que Stripe ne travaille pas avec les banques africaines. Donc, il faut que tu aies une banque occidentale pour que tu puisses connecter l'agrégateur de paiement avec la banque. Comme ça, quand le client te paye sur ton site, l'argent va sur Stripe et Stripe verse ça sur ton compte. Donc, si tu es en Afrique et que tu n'as pas de compte de banque en fait occidentale, tu ne pourras pas avoir Stripe. Et pour avoir une banque occidentale, il faut avoir une entreprise aussi occidentale. Oui, en fait, ça, c'est beaucoup plus pour les personnes qui font du offshore. Tu vois, tu crées une entreprise offshore, donc en Angleterre. Bon, pour expliquer un peu ce que c'est qu'une entreprise offshore, c'est une entreprise qui est créée dans un pays dans lequel tu n'y es pas. Tu vois, donc tu peux créer une entreprise, par exemple, en Angleterre, dans les UK, en fait, et après, tu as les informations de l'entreprise, tu peux créer ton compte bancaire avec ces informations-là, et tu prends ces informations, tu les connectes à Stripe, et donc, du coup, quand Stripe va te verser ton argent, ça va aller dans ton compte. Moi, mon compte Stripe… Après, c'est pas des marges que tu perds. Des marges. Le fait de que l'argent soit transféré plusieurs fois avant de pouvoir récupérer l'argent. Oui, bien sûr. En fait, tu vas forcément perdre un peu, tu vas perdre des marges. Mais là où encore il y a un autre problème, et moi ça m'est arrivé, c'est que quand tu as un compte par exemple bancaire occidental, en fonction du montant que tu as à l'intérieur, tu ne pourras pas en fait rapatrier cet argent en Afrique parce qu'ils ont beaucoup de blocages. Moi, par exemple, je peux le dire ici, moi, par exemple, PayPal m'a bloqué 72 000 €. Wow. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas pu les récupérer parce qu'en fait, ils m'ont dit, dans un premier temps, ils ont bloqué ça pendant 180 jours. Après les 180 jours, j'ai envoyé la demande pour récupérer cet argent. Ils ont dit non parce qu'en fait, j'avais essayé de récupérer cet argent en Afrique. J'ai eu le même problème en fait avec Revolut. Revolut, c'est aussi une banque en ligne en fait qui permet, qui est vraiment utilisée par la plupart des dropshippers en fait dans le monde. Et quand j'étais par exemple en Belgique et en France et que je faisais du dropshipping, j'avais aucun problème. L'argent venait, tu peux avoir 10 000 €, 20 000, 50 000, ils s'en foutent. Mais quand j'étais en Afrique et que je faisais du dropshipping à partir d'ici, j'ai commencé en fait à faire des retraits normaux en fait. Ça veut dire que j'ai de l'argent, c'est mon argent, donc du coup je peux faire des retraits. Donc je partais faire des retraits. Alors que eux, en fait, ils voyaient ça. Et du coup, tu sais, il y a des problèmes de blanchiment d'argent, il y a plein de problèmes liés à l'Afrique, en fait, qui font que les banques, elles sont très strictes par rapport à ça. Et Revolut, en fait, ils m'ont dit carrément, non, tu peux plus continuer. Ils ont bloqué l'argent, ils ont bloqué près de 7 000 € et ils ont dit, il faudrait que tu puisses justifier, en fait, l'utilisation de cet argent. Sauf que moi, mon entreprise ne se trouve pas en Afrique.
Mon entreprise ne se trouve pas en Afrique, mon entreprise se trouve en Occident. Donc, il fallait en fait que je prenne les documents de cette entreprise en Occident en fait pour pouvoir justifier. Et c'était pas possible en fait, parce que si tu le justifies, il faudrait que tu récupères cet argent-là en Occident. Tu peux pas récupérer ça ici en Afrique en fait, tu vois. Et donc ça, c'était l'un des problèmes. Et ça, on va appeler ça peut-être des problèmes. Bon, je vais mettre en guillemets des problèmes de riches, parce que tant que tu n'atteins pas certains montants, tu n'as pas ces problèmes-là, tu vois. Donc, faire du dropshipping en Afrique, c'est possible. C'est possible, mais il faut être intelligent dans la manière dont tu vas récupérer cet argent-là. Là où je dis que c'est possible, c'est parce qu'il y a la possibilité de créer des entreprises offshore. Bien sûr, tu vas perdre en marge, comme tu l'as dit. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que mon compte au Stripe, en fait, je l'ai créé, c'était en 2014. En ce moment, je savais même pas c'était quoi le dropshipping. J'avais créé ça parce que, on va peut-être en parler, j'avais lancé une startup ici où je vendais des livres sur Internet. Je voulais que les gens puissent pouvoir acheter les livres avec les cartes bancaires. Donc, j'avais une amie qui se trouvait en France qui travaillait là-bas, et donc je lui ai demandé de créer le compte Stripe, et elle avait connecté ça avec son statut là-bas, et donc du coup ça m'a permis d'avoir un compte Stripe en fait en 2014. Et sur Stripe, plus ton compte est vieux, mieux c'est, parce que plus il est vieux, tu peux avoir beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème en fait. Mais les nouveaux comptes en fait, souvent ils ont des problèmes de blocage, etc. Et donc comme mon compte il date de 2014, à l'époque où le dropshipping n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, connu et tout ça. Donc quand je me suis lancé, j'avais pas de problème avec Stripe. Donc du coup, facilement je pouvais récupérer. Mais mon problème c'était au niveau de la banque, parce que l'argent arrivait sur Stripe. J'étais avant en fait à la Société Générale en France, et ils m'ont dit écoutez monsieur, vous avez 10 000 euros, on ne sait pas en fait d'où ces 10 000 euros là viennent. Il faut justifier en fait, tu vois. Et donc c'était compliqué. Donc après j'ai basculé sur Revolut, et quand j'ai vu que Revolut aussi m'avait bloqué parce que j'étais en Afrique, voilà, je me suis dit ok, donc là c'est bon. Bon, aujourd'hui tu peux l'utiliser avec Wise par exemple, qui est aussi un compte qui te permet d'avoir un compte bancaire. Et du coup, avec Wise, ce que tu fais, c'est que quand tu récupères cet argent-là, tu ne vas pas tu vas pas te faire des virements de 20 000 euros, tu vas faire des petits virements, et tu utilises par exemple TapTapSend ou SendWave, tu te l'envoies sur Wave en fait ici. D'accord, ça c'est intéressant. Ça c'est une des méthodes en fait que je partage avec les gens qui veulent se lancer dans le dropshipping. Aujourd'hui, si selon toi, qu'est-ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place ici? Est-ce que voilà, c'est de faire du dropshipping ou de faire du e-commerce en ciblant des gens qui sont là, qui sont en Afrique? Localement. Alors, je vais te dire. Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant? Un débutant, je lui dirais de faire pas du dropshipping, premièrement. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai fait du dropshipping parce que je suis tombé dedans à un moment où le marché était encore bien, et c'était beaucoup plus facile en fait de s'y lancer. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de concurrents. Il n'y avait pas aussi cette connotation un peu négative que les gens en France, surtout pas aux États-Unis, ont du dropshipping. Ce qui fait que c'était assez facile en fait, assez simple de se faire de l'argent avec ça. Aujourd'hui, un débutant qui se lance dans le dropshipping, s'il n'a pas les compétences, ça va être super difficile. Et la compétence number one pour se lancer dans l'e-commerce, dans le dropshipping surtout, c'est le marketing, tu vois. Et le marketing, c'est quoi? C'est prendre un produit lambda et pouvoir le vendre en fait montrer le bénéfice de ce produit-là à la bonne cible pour qu'elle puisse l'acheter. Et ça, il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas le faire. Et je le vois ici même avec les personnes qui font du e-commerce. Ils font que présenter leurs produits, mais ils ne font pas du marketing en fait pour que les gens justement puissent voir le bénéfice de ces produits-là. Donc, si c'est une personne qui démarre, je lui dirais ne te lance pas du tout dans le dropshipping. Fais si tu veux du e-commerce classique en fait ici localement pour te faire tes premiers sous. Parce qu'aussi il faut dire que le dropshipping c'est pas que tu démarres de zéro. Il faut savoir créer un site professionnel. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des publicités. Si tu n'utilises pas les publicités, tu vas payer peut-être des influenceurs. Si tu ne fais pas des influenceurs, tu vas aller sur TikTok. Mais sur TikTok, si tu n'es pas en France, tu n'as pas possibilité de toucher le marché français. Ou tu n'es pas, en fait, si tu n'es pas dans le pays dans lequel tu vends, tu peux pas toucher en fait ce marché-là. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, commence en fait avec, si tu es intéressé par l'e-commerce, commence plutôt avec l'e-commerce local. Et tu peux te faire de l'argent en fait avec l'e-commerce local. Parce que d'ailleurs, l'une des choses, en fait, l'un des combats que je suis en train d'essayer de mener, c'est montrer aux gens que tu peux faire tout ce que tu vois, par exemple les 1000 KD, ça veut dire 1000 euros par jour. Tu peux le faire ici. Moi, je le fais même avec mon projet Viance Connect. Donc, ça veut dire que c'est possible. Ce qui manque souvent aux gens, c'est la créativité
c'est aussi cette partie-là, marketing, en fait, comment tu présentes tes produits aux gens pour qu'ils puissent voir le bénéfice au-delà du prix, au-delà non, c'est ça, en fait, qui manque souvent aux gens. Et si tu arrives à le faire et que tu as une bonne cible, tu as vraiment les différentes étapes du marketing, comme je l'explique souvent aux gens, le marketing, c'est le bon message adressé à la bonne cible au bon moment, via le bon canal. Si tu as les 4, tu peux vendre, en fait, ici, localement, et tu peux te faire de l'argent. J'ai une dame, juste pour la petite histoire, j'ai une dame, en fait, une cliente qui vend ici des produits pour bébés. La dame, elle te fait 53 000 € le mois, quoi, ici, au Sénégal. Elle vend ici localement. Tu vois, donc c'est possible en fait. Il ne faut pas se dire le dropshipping parce que vous voyez des vidéos sur des gens là-bas, donc ça veut dire que c'est le truc, le meilleur truc dans lequel tu vas gagner de l'argent. Non, il faut voir en fait ce qui est adapté à toi, ce qui est adapté à tes compétences. Et si tu y vas, tu le fais bien, tu peux te faire de l'argent. Right. Alors Ibuka, tu es sur plusieurs business. Tu as Tech Agency, tu as Tech Studio. Tu es aussi dans les livres, tu es écrivain, tu es auteur. Comment est-ce que tu es arrivé à te diversifier? Parce qu'on a aussi ce souci. J'ai beaucoup de jeunes, par exemple, qui n'ont même pas encore commencé, qui me disent « moi je veux faire ça, en même temps je veux faire ça, etc. » Pour toi, voilà quoi, quelle est la stratégie, quelle est la bonne stratégie pour se diversifier? Alors déjà, moi, je dis toujours aux gens, je pense qu'il y a les proverbes qui le disent, tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire, je prends une chose et j'y vais à fond jusqu'à ce que je développe la chose au point où elle devient un peu, on va dire, autonome, en tout cas. Et là, je peux maintenant développer autre chose. Je ne vais pas faire ça et ça en même temps. Si tu vois, par exemple, Tech Agency, je l'ai lancé en 2019. Et depuis que j'ai lancé Tech Agency, je n'avais pas fait autre chose, en fait, que ça. Bon, après, j'ai mes propres business, en fait, qui n'ont rien à voir. Mais quand je parle de l'entreprise, en fait, c'était Tech Agency. Bon, le dropshipping ou l'e-commerce, ce qui est assez simple avec ça, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que ce sont des produits que tu trouves, tu mets tes sites, tu peux avoir 7 sites, tu peux avoir 10 sites, il n'y a pas de souci, ils tournent, mais ça reste toujours dans l'e-commerce. Mais quand je décide, par exemple, de lancer une entreprise, de lancer un business, en fait, en fait, je fais un peu la différence entre lancer une entreprise et faire du business. Pourquoi? Parce que faire du business, c'est tu peux faire achat-revente, c'est du business. Mais quand tu lances une entreprise, en fait, tu es en train de mettre en place un système qui doit qui doit te rapporter de l'argent, mais qui doit te rapporter de l'argent en étant autonome. Parce que si toi, tu continues d'être dans le day-to-day pour que ça te rapporte de l'argent, tu n'es pas vraiment encore entrepreneur, vraiment, on va dire, au niveau qu'il faudrait atteindre, en fait. Parce que tu es encore, en fait, esclave de ton business, d'une certaine manière. Si tu vois, par exemple, les grands entrepreneurs dont on parle, ce sont des gens qui peuvent prendre 3 mois de vacances, leur business va continuer de tourner. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu es dans le day-to-day, tu mets en place le système, tu recrutes des gens, etc. Et une fois que tout est OK, tu peux maintenant aller vers autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait avec Tech Agency. Tech Agency, en fait, c'est parti d'un besoin. C'était quand je me lançais dans le dropshipping, dans l'e-commerce, j'ai vu que les acquis que moi j'avais, parce que j'ai eu à faire de la vente, les acquis que j'avais, les gens qui voulaient se lancer dans ces business-là ne les avaient pas. Ils savaient pas comment vendre sur Internet. Parce que j'explique ça même dans une des vidéos. Je dis, vendre sur Internet, c'est différent de vendre dans la vie, donc en face-to-face. Parce que dans le face-to-face, tu as la possibilité de voir la personne. Si la personne, tu lui dis, ça coûte tant et la personne échange un peu le visage, tu vois ça. Mais sur Internet, tu vois pas la personne. Et donc, tu dois convaincre une personne que tu ne vois pas. Et ça demande en fait des stratégies qui sont différentes de celles qu'on utilise en fait dans la vente classique. Et j'ai vu que les gens en fait ne savaient pas comment vendre sur Internet. Et donc, du coup, j'ai commencé à accompagner les gens par rapport à cela. Et je me suis rendu compte que, OK, il y a des marques qui sont là, des marques africaines surtout, qui font des choses extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à vraiment dépasser le plafond de verre parce que justement, elles n'ont pas les stratégies qu'il faut. Elles savent même pas qu'à un certain moment, il faut penser à la scalabilité. Donc, il faut penser à grandir, en fait, croître. Tu vois, elles restent toujours on va dire, dans la petite partie là, en fait, je fais 1 million, c'est bon, etc. Non, je dis, il faut que tu penses à te développer. Et donc, du coup, Tech Agency, en fait, était censé accompagner ces marques-là pour qu'elles puissent avoir en fait tout ce qu'il faut pour se lancer dans l'e-commerce et réussir dans l'e-commerce en fait, tu vois. Et c'est pour cette raison d'ailleurs j'ai choisi la cible e-commerce. De spécifier ça. C'est pas une agence marketing, c'est pas une agence de communication, non, c'est une agence digitale e-commerce. Notre domaine d'activité, c'est de l'e-commerce, tu vois.
Et une fois que j'ai mis en place, on va dire, la team avec les gens qui arrivent à faire tout ce que je faisais, créer des sites, accompagner les gens dans tout ce qui va être, par exemple, le copywriting, écrire des fiches produits qui convertissent, accompagner les gens dans tout ce qui va être donc la publicité, par exemple, payante, que ce soit sur Google, sur Facebook, etc. Une fois que j'ai pu transmettre tout ça et que j'ai su que je peux ne pas être là dans le day-to-day et ça continue de fonctionner, là, je me suis dit, je peux aller vers autre chose. Et c'est ce qui m'a conduit à créer justement Techie Studio. Techie Studio, c'est très récent, ça date de maintenant bientôt, on va faire 1 an, mais c'est très récent. Donc, pour revenir à ta question, moi, ce que je recommanderais à une personne, c'est se focaliser sur un truc, que tu sois à 100% sur ce truc-là. Une fois que tu es arrivé à un niveau où tu peux déléguer carrément toute la partie, ou en tout cas, tu peux automatiser ton business et que tu sais que ça peut toujours te rapporter de l'argent sans que tu sois dans le day-to-day, là, tu peux te diversifier. Mais ne commence pas au départ, tu fais un truc, ça n'a pas encore marché, tu vas faire un autre truc. Non, là, tu es en train de diversifier même ton énergie. Parce que l'énergie que tu vas accorder à ces différentes choses, ce sera 20% ici, 10% ici, 15% ici. Non, c'est pas bon en fait. Focalise-toi sur un truc, tu te mets à 100% là-dessus, tu mets tout ce qu'il faut et après, quand tu atteins un niveau, tu passes maintenant à l'autre truc. Alors, qu'en est-il du choix du business que tu vas c'est-à-dire là, par exemple, là, tu sens que le premier business, il est bon, il est autonome. Ouais. Qu'en est-il du choix du deuxième business que tu dois rajouter? Comment est-ce que ce business doit être? Est-ce que c'est un business qui peut être, est-ce que le business là peut être totalement différent du premier, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je pense que ça dépend des gens en fait. Ça dépend des personnes. Parce que je vais prendre encore l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, en fait, il a 3 grands business. Et tu as l'impression que les 3 business ne sont pas forcément liés. Il y a SpaceX, il y a SolarCity et il y a Tesla, qui sont 3 business en fait qui font différentes choses en fait d'une certaine manière en fait. Bon, ils sont liés par l'ambition que lui il a aussi d'une certaine manière. Et pour moi, ce que je dirais en fait, c'est de voir ton why. Enfin, je pense que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ont déjà vu cette vidéo de Simon Sinek qui parle de le why, le pourquoi en fait. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des personnes par exemple qui se lancent parce qu'elles cherchent juste l'argent. Et je dis toujours aux gens que trouver de l'argent est la chose la plus facile à faire. Oui. Maintenant, pour des personnes, par exemple, moi, ce que je cherche, c'est pas forcément l'argent en tant que tel, même si c'est important, mais c'est beaucoup plus l'impact. Tu vois, j'ai des problèmes en fait que je vois dans la société. Je me dis, j'ai envie de les résoudre en fait. Tu vois, je pense que j'ai les capacités d'apporter une solution efficace à ces problèmes-là. Et c'est comme ça que je choisis en fait les business dans lesquels je me lance. Et si tu remarques, pour faire un peu la petite histoire, le premier, on va dire, vrai business entrepreneurial que j'ai lancé, ça s'appelle The Promoter Agency. The Promoter Agency, en fait, je l'ai lancé parce que moi, quand j'avais écrit mon premier livre, en France, il avait eu de l'écho. Quand je suis venu au Sénégal, il n'y a pas eu d'écho en fait. Il n'y avait pas vraiment d'accompagnement, il n'y avait absolument rien. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Il y avait des jeunes qui étaient dans divers domaines, qui faisaient des choses extraordinaires, mais aucune lumière sur ces jeunes-là. Du coup, je me suis dit, je vais mettre en place une agence qui va promouvoir les jeunes talents africains. Et c'est ainsi que The Promoter Agency est né. Et j'ai créé en fait un site sur lequel on avait différentes catégories, on avait les différents talents, on les mettait en avant là-dessus. Et le site, en fait, il avait explosé en termes de visites. On voyait cela un peu partout. Même il y avait des gens. Il y a une dame, par exemple, une jeune dame, bon, je ne peux dire son nom, elle s'appelle Fabi. Au moment où moi je l'avais connue, elle avait 17 ans. Aujourd'hui, elle a une marque qui s'appelle Fabi Couture. Quand elle lançait son business, en fait, au départ, avec sa marque, elle n'était pas connue. Et pourtant, il y a une dame qui avait vu en fait le travail sur The Promoter Agency, qui venait des États-Unis, et une dame qui était proche même de l'ancienne première dame, donc Michelle Obama, qui a voulu acheter un de ses vêtements, tu vois. Et donc, du coup, cette dame-là, elle a acheté son vêtement. Elle était au Radisson, je pense qu'on était venu le lui livrer là-bas au Radisson, alors que cette dame, elle est aux États-Unis. Elle a pu voir ça, pourquoi? Parce qu'on avait un site sur lequel on avait mis Fabi, on avait mis d'autres personnes, Bogart Sarr était sur le site. Il y avait plein de talents en fait qui étaient sur ce site-là. Et pour moi, c'était mettre en lumière ces jeunes-là. Bon, après, comme j'étais encore au début, je n'avais pas pensé à le business model, comment on gagne de l'argent avec ça. Donc c'était ça mon problème. Mais c'était un problème que je voulais résoudre. Après ça, le deuxième business que j'ai lancé, c'était une agence de création de contenu. Parce que moi, on me connaît sur Facebook à l'époque, j'écrivais beaucoup, je suis vraiment à l'aise dans l'écriture. The writer. Voilà, j'étais vraiment à l'aise dans l'écriture et il y avait des entreprises qui commençaient à me contacter parce qu'en ce moment, on parlait beaucoup d'inbound marketing. Yeah. Et donc, les entreprises commençaient à me contacter pour que je puisse écrire pour leur blog. Yeah. Et j'ai commencé à le faire à titre personnel, mais après, c'était devenu un peu trop. Je ne pouvais pas faire en fait pour les grandes entreprises. Après, le temps, en fait. Le nombre d'entreprises. Le rapport temps-argent. Exactement, c'était assez limité. Donc, j'ai commencé à recruter des personnes en fait pour
que je formais pour qu'elles puissent écrire. Et donc, du coup, c'était ma deuxième entreprise qui s'appelait Les Littérateurs. Donc, on écrivait en fait des contenus pour des entreprises à la fois d'ici, de la sous-région, de l'Occident, etc. La troisième entreprise, c'est Kusoma Group, qui était la plateforme en fait sur laquelle les auteurs africains pouvaient vendre leurs livres et les lecteurs du monde entier pouvaient les acheter. Et cette entreprise-là, en fait, quand je l'ai lancée, c'était beaucoup plus pour résoudre un problème. C'est que les livres africains étaient produits en Occident et du coup, quand ils venaient ici, ça coûtait super cher et les gens ne pouvaient pas les acheter. Donc, je me suis dit, puisqu'il existe en fait une alternative qui sont les livres numériques, c'est serait intéressant qu'on puisse numériser ces livres-là et les vendre en fait sur Internet pour que les gens puissent pouvoir les lire sur leur smartphone et ça va coûter beaucoup moins cher parce que la raison pour laquelle les livres coûtent habituellement cher, c'est parce qu'on les imprime. Et la raison pour laquelle quand ils sont produits en Occident, ça coûte cher ici, c'est parce qu'ils doivent faire venir, ils font payer, en fait, ils payent le shipping en fait pour que ça vienne ici. Donc si on arrive à couper tout ça et qu'on produit localement, on devrait pouvoir avoir des prix qui sont abordables. Donc ça, tu vois, c'est encore un problème que j'ai constaté et que j'ai essayé de résoudre. Et donc c'est comme ça que je choisis en fait les business sur lesquels je pars. Maintenant, si toi tu veux choisir un business parce que tu te dis opportunité, je vais aller là-bas, bon ça regarde que la personne. Mais moi je dis c'est pas forcément ça en fait, parce que tu suis les opportunités. Parce que en fait tu te dis tu sais en fait comme on dit le syndrome de l'effet brillant. C'est la tendance en ce moment, tu vas y aller et quand la tendance va tomber, tu vas encore basculer vers autre chose. Moi, c'est pas comme ça que je pense. E-com, hop, SMMA, trading, hop, NFT, Bitcoin. C'est pas. En fait, là, tu suis. Après, tu as énormément de jeunes qui viennent Non, est-ce que tu as une formation dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils veulent tout faire? Mais moi, on me contacte pour ça. On me dit, est-ce que tu fais des formations en crypto-monnaie? Est-ce que tu fais des formations en trading? Je dis, je connais même pas. En fait, ce sont des choses. Je me suis même pas intéressé à ça. Je les ai vues, mais je me suis dit, en fait, quand je regarde par rapport à mon why, donc le pourquoi je fais les choses, je vois pas en fait le matchmaking en fait par rapport à cela. Donc du coup, j'ai pas envie de me lancer dans ça en fait. Parfois, il y a des choses, par exemple, quand je trouve que c'est intéressant, comme par exemple l'intelligence artificielle, moi je me dis, je vois toujours l'intelligence artificielle comme un tool, un outil en fait que tu peux utiliser pour tes business à toi en fait. C'est pas un business en soi. L'intelligence artificielle, à mon sens en tout cas, c'est pas un business, c'est plutôt quelque chose que tu peux utiliser pour automatiser tes business, pour les faire passer du niveau peut-être genre 0 à 10, etc. En fait, tu vois, optimiser ce que tu fais déjà, tu vois. C'est comme ça que moi j'approche l'intelligence artificielle. Mais j'ai vu les NFT passer, mais j'ai pas vu ça comme un business dans lequel me lancer. Je me suis intéressé parce que je suis curieux, j'essaie de voir en fait. Et quand je comprends la chose, je passe en fait, mais je vais pas lancer un business dans cela. Maintenant, ce que moi je peux recommander aux gens, c'est que si tu veux passer d'un business à un autre, essaie de regarder ton why en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais en fait? Et si cette autre chose-là s'inscrit dans ton why, dans ton pourquoi, tu peux y aller. Et c'est ce que Elon Musk a fait, c'est ce que d'autres entrepreneurs qui ont plusieurs sources de revenus ont fait en fait. Mais les gens souvent ils se disent il faut que je développe plusieurs sources de revenus, donc du coup je vais faire ça A, B, C, D. Non, pour moi c'est pas la bonne méthode en fait. Tout à fait, parce que donc on peut dire que si tu dois te diversifier, tu peux, c'est-à-dire après tu peux te baser sur ton why pour que ce soit le point qui lie tous tes business. C'est bon ça. Yes, et il y a aussi le fait aussi que dans tes business, on peut aussi dire que tout est lié à une compétence que tu as, la compétence marketing, e-commerce, etc. Ça aussi, voilà. Ça c'est vrai parce que je veux pas me lancer dans un business qui n'est pas lié à mes compétences en fait. Tu vois, ce serait compliqué déjà premièrement et en plus de ça, je vois pas l'intérêt pour moi. Tu vois, c'est comme par exemple, il y a des personnes qui font l'agriculture. Tu vois, l'agriculture, je trouve ça super génial. Moi, je suis très fan en fait des personnes qui le font, mais c'est pas un domaine que moi je maîtrise ou que forcément j'ai envie de me lancer là en ce moment. Si je devais faire de l'agriculture, je sais que je le ferais pas en termes de business. Ce sera peut-être à titre perso, mais peut-être pas en termes de business. Ou si je devais entrer dans l'agriculture, ça sera en termes d'investissement. Je vais investir, quelqu'un d'autre va se charger de ça, mais pas moi en fait, tu vois. Parce que c'est pas lié encore une fois à mes compétences, tu vois. Et c'est pas aussi lié à ce que peut-être moi j'ai envie de faire. Parce qu'il y a plein de combats en fait, tu vois. Chacun de nous mène des différents combats. Il y a certains qui ont choisi l'agriculture, il y a certains qui ont choisi par exemple les startups, tu vois. Aujourd'hui par exemple, je dis aux gens ouvertement, moi j'ai essayé de lancer une startup, j'ai dit aux gens, j'ai pas du tout envie de lancer une startup, tu vois. Ça c'est moi en fait, parce que il y a déjà des personnes qui le font très bien et j'apprécie en fait les personnes qui font ça. Je regarde ce qu'elles font, j'apprécie, mais moi, je sais que ma voie en fait c'est vers autre chose, tu vois. Et c'est ce vers quoi je me concentre. Et comme tu l'as dit aussi, il y a un lien en fait conducteur avec mes compétences. Parce que bon, après moi j'ai l'habitude de donner l'exemple de Babacar Ngom qui est au Sénégal. Après, quand on regarde sa stratégie
de diversification. C'est dans un premier temps, je fais des poulets, après je fais des œufs, après je propose des poussins, après il y a KFC, après il y a la marque Terrell, etc. Donc tout est lié, quoi. Il est en train de se diversifier, mais tout est lié. Après, il peut aussi se lancer dans l'immobilier, etc. Mais derrière, avec un autre but, quoi. Parce que l'immobilier, on sait que, voilà, quoi, c'est toujours mieux que de garder de l'argent à la banque. Ouais. Okay? Moi, je préfère aller acheter un terrain, le mettre là-bas et le laisser prendre de la valeur, parce que quand tu laisses de l'argent à la banque, quoi qu'on dise, tu perds de l'argent. Ouais. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ouais. Yeah, ils s'en rendent pas compte. Ils se disent, oui, j'ai laissé 1 million à la banque, si je reviens l'année prochaine, je vais retrouver 1 million. C'est pas ça. Même si on te met des intérêts aussi, c'est pas ça. Parce en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est très important en fait, de signaler ça, je pense, parce que les gens, comme tu le dis, ne comprennent pas ça. C'est qu'ils ne regardent pas en fait le taux d'inflation. Yeah. Et ici, par exemple, quand tu laisses ton argent dans la banque, il faut regarder, même si c'est un compte d'épargne où on t'a dit, par exemple, le taux 3%, tout ça. Yeah. Regarde le taux d'inflation par rapport au taux d'épargne. Parce que si tu ne fais pas la différence, tu vas croire que tu gagnes de l'argent, mais en fait, tu es en train de perdre de l'argent sur le long terme parce que le taux d'inflation est beaucoup plus élevé en fait que tes 3%, tu vois. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils parlent de garder de l'argent à la banque. Et en plus de cela, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en parlent, en fait, des personnes très smart qui parlent de ça, en fait, qui te disent ne garde pas ton argent à la banque, essaie plutôt de l'investir dans des actifs parce que ce sont des actifs qui vont te rapporter. Et comme tu l'as dit, avoir peut-être des terrains. Bon, après, les gens choisissent en fait ce vers quoi ils vont investir. Moi, par exemple, je dirais que j'investis beaucoup plus dans des business. Il y a certaines personnes qui vont investir dans l'immobilier, il y a certaines personnes qui vont investir dans d'autres choses. Mais en tout cas, le grand danger, comme tu le dis encore une fois, c'est de laisser son argent dans la banque et puis se dire, ok, après 1 an, je vais venir retrouver la même somme, quoi. Tout à fait. Un exemple qui est très simple. Moi, je me rappelle à un moment donné, voilà quoi. La bouteille de 5 litres d'huile, c'était à 4 500 et 1 an plus tard, c'était à 9 000. Donc voilà quoi, c'était 100% quoi, de taux d'inflation. C'était extraordinaire. Et en termes de... il y a quelque chose que je voulais dire encore, mais bon, après c'est parti, il n'y a pas de souci. On passe à... Bon, quand ça revient, okay. Après, il y a aussi un challenge que tu as fait que j'ai trop adoré. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'est le challenge où tu voulais prouver que c'était tout à fait possible de partir de zéro, de se départir de tous ces contacts, de tous ces biens, etc. et de mettre en place un business qui te rapporte 500 000 mensuels. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce challenge-là? Alors, la première chose, déjà, c'est que moi, je pense que peut-être toi aussi, tu vas avoir des personnes qui te le disent. Chaque fois que je donnais des conseils aux gens via des vidéos, je disais aux gens, vous pouvez faire telle chose, les gens se disaient toujours, ouais, c'est parce que c'est toi, tu vois, et que c'est facile pour toi, en fait. Et il y a même, tu sais, il y avait même une rumeur à une époque bien lointaine, en fait, où les gens disaient, oui, il est un fils d'eux, voilà, tu vois, en fait, ils pensaient que ce que j'avais, il y avait une raison pour laquelle en fait ça a été facile pour moi en fait. Alors que non, ça n'a pas été facile. Je suis passé par des voies qui ont été celles que j'ai racontées pour arriver à cela. Donc j'ai acquis des compétences plus tôt. Et j'avais toujours ça en fait, des personnes qui disaient ça, mais je ne savais pas en fait comment leur prouver en fait de manière concrète que ce n'est pas ça en fait. C'est pas parce que tu es fils d'eux, c'est pas parce que tu as tel réseau, parce que les gens me disaient oui, toi tu as un réseau d'entrepreneurs donc c'est beaucoup plus facile. Non, c'est pas parce que tu as tout ça ou tu as des abonnés, non, parce qu'on a tous commencé avec 0 abonnés, tu vois. C'est plutôt tes compétences que tu utilises. Et une fois, je suis tombé sur on va dire, un show TV américain qui s'appelle Undercover Billionaire. Dans ce qu'ils font, en fait, ils prennent des milliardaires. Bon, c'est pas forcément toujours des milliardaires, mais en tout cas, on va dire des millionnaires. On les prend dans leur milieu, on les amène en fait dans un milieu où ils ne connaissent personne. On leur enlève tout ce qu'ils ont et puis on leur dit, ils ont 30 jours en fait pour bâtir un business qui va être valorisé à 1 milliard je crois, ou 1 million. $1 million. $1 million, je pense que c'est ça, $1 million. Et j'ai regardé, je suivais ces trucs-là et vraiment ça m'a fasciné. Moi, tu sais, moi je suis quelqu'un, j'aime les expériences de ce type-là en fait. J'aime qu'on me mette des challenges en fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je m'en fais moi-même des challenges. J'aime qu'on me dise, tu ne peux pas faire ça et je vais essayer de le faire. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, voici la meilleure manière de prouver à ces gens-là que c'est possible. Donc j'ai proposé en fait aux gens sur TikTok que j'allais lancer un challenge. Le challenge allait être celui-ci, c'est-à-dire que je vais me départir de tout ce que j'ai, voiture, réseau. Je n'ai pas le droit d'utiliser mon réseau, je n'ai pas le
droit d'utiliser mes contacts, j'ai pas le droit d'utiliser les acquis que j'ai, même mon ordinateur, etc. Je n'ai pas le droit d'utiliser tout ça, à part mon smartphone, parce que je pense que tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Et donc partir de là, en fait, pas de zéro, mais en tout cas de cette base-là, et puis pouvoir lancer un business pour partir de 50 000, j'avais dit 50 000, partir de 50 000 pour atteindre 500 000 en 30 jours. Multiplié par 10 les 50 000. Par 10 en fait, 50 000, atteindre 500 000 en 10 jours. Mais en fait, j'ai pas utilisé les 50 000. Si tu oui, tout à fait. Enfin, j'ai pas utilisé en tout cas la totalité, j'ai juste utilisé une petite partie pour acheter du crédit et ce genre de trucs. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de montrer à ces personnes-là que même dans votre situation, même si vous n'êtes pas bien placé, etc., vous pouvez en fait démarrer. Et c'est pour cette raison, j'ai même montré la méthodologie, c'est que j'ai commencé par faire l'inventaire de mes compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Et à partir de là, quand j'ai eu mes compétences, quelle est la compétence que je peux monétiser assez rapidement? Par exemple, si tu dis l'inventaire de mes compétences, je suis chauffeur et que tu n'as pas de voiture, bah tu peux pas conduire en fait, tu vois. Donc il va plutôt falloir que tu trouves en fait une compétence que tu peux monétiser. Et donc c'est comme ça que j'ai procédé en fait pour pouvoir commencer ce business là. Donc l'idée, parce que la question c'était qu'est-ce qui m'a motivé. Donc ce qui m'a motivé déjà, c'était premièrement les gens qui me disaient c'est parce que tu as, c'est parce que tu y es, c'est ça. Et aussi la TV show que j'avais vu. Et donc je me suis dit ce serait un bon moyen en fait d'inspirer les gens, mais par l'action en fait, pas leur dire oui vous pouvez démarrer ceci, vous pouvez faire ça, non, je fais moi-même et que les gens puissent voir. Et Dieu merci, ça a pu inspirer pas mal de personnes qui ont commencé à démarrer avec ce qu'elles avaient en fait. Yeah, tout à fait, et ça a été très accrochant et j'ai trop aimé parce que en fait, j'ai l'habitude de dire aussi aux gens que c'est possible de démarrer de zéro. Il y a le fait aussi que quand on dit zéro, c'est pas vraiment zéro argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent argent, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent argent. Mais en fait, oui, après, comme je pense qu'on en discutait en off, je te disais que la plupart des gens pensent argent parce que l'argent, c'est ça leur problème, tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, moi, en fait, je sais que même si on me prenait aujourd'hui, on m'amenait dans un domaine, en fait, un pays que je connais pas, je trouverais le moyen de me faire de l'argent. Donc, franchement, l'argent, c'est pas vraiment ça mon problème. Mais pour ces personnes-là, en fait, elles se disent démarrer de zéro, c'est démarrer avec rien du tout en termes d'argent, parce que c'est comme ça qu'elles considèrent. Elles pensent que la première valeur, c'est l'argent, alors que la première valeur, c'est ce que tu as en termes de compétences, en termes d'expérience, parce qu'on est tous, en fait, un ensemble de choses, en fait. On a un ensemble de vécu, on a un ensemble de compétences acquises au fil du temps, et parfois les gens négligent ça. Donc quand on leur dit vous pouvez démarrer de zéro, ils se disent ouais, j'ai pas d'argent, donc ça veut dire démarrer avec rien du tout. Non, c'est démarrer avec ce que tu as déjà, quoi. Tout à fait. Là par exemple, dans le contexte où l'on est, il y a énormément de gens qui veulent immigrer. Okay, voilà quoi que ça coûte, il y a beaucoup de gens qui prennent la mer, d'autres qui passent par Nicaragua, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses du marché africain par rapport au marché européen ou américain? Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus facile de se faire de l'argent ici ou ailleurs? Pour être honnête, c'est beaucoup plus facile de se faire de l'argent ailleurs, en Occident. Mais c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont déjà des compétences. Parce qu'une personne qui n'a pas de compétences, qui va arriver là-bas, elle va être au même niveau que là où elle était en fait, tu vois. Pourquoi je dis que c'est beaucoup plus facile? Prends par exemple le Sénégal. Le Sénégal, c'est quoi? 17 millions, 18 millions d'habitants? 17 peut-être. Si par exemple tu es dans le digital, habituellement en fait, on va réduire en fait les personnes. Voilà, Dakar, département tu pourras toucher. Ce sera peut-être Dakar. Et peut-être quelques personnes à l'extérieur de Dakar. Et si tu prends même les personnes qui sont à Dakar, combien de personnes vont être vraiment ta cible en fait, qui vont être intéressées par ce que tu proposes? Tu vois, quand tu regardes ça, tu vois que ton marché il est vraiment réduit en fait. Donc ta force de frappe est beaucoup plus réduite que par exemple si tu étais en Occident et que tu faisais exactement la même chose. Tu vois, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on a beaucoup de difficultés. Il faut qu'on se le dise. Entreprendre ici, c'est pas facile. C'est pas facile, pas parce que c'est difficile l'entrepreneuriat, non. C'est parce qu'en fait, il y a certaines choses qui sont les bases qu'on n'arrive même pas à avoir ici, en fait. Alors que là-bas, en fait, les gens ont ces bases-là, tu vois. Je parle pas juste de l'accès à Internet, ce genre de choses-là, mais tu vois, par exemple, une personne qui est en Occident, qui dit je suis employé, je veux basculer pour me lancer dans l'entrepreneuriat, elle touche le chômage.
tu vois. Et donc, du coup, elle a une base, en fait, pour pouvoir se lancer. Elle est là-bas dans un milieu où, par exemple, si tu es en France, c'est juste en France, je crois, en France, si je me trompe pas, c'est près de 40 millions de personnes, la France tout entière, je crois, si je me trompe pas. Et c'est pas juste limité à Paris. C'est vraiment plusieurs villes, en fait, qui sont toutes connectées. Si tu te lances, par exemple, dans le digital, tu as un grand Mais marché, après, bon, faudrait aussi dire qu'en termes de concurrence, il y a plus d'offres là-bas. Après, quand tu fais un calcul, un rapport entre le nombre de personnes qui sont là à proposer quelque chose et le marché, ça ne réduit pas les possibilités? Oui, en fait, justement, ce que je veux dire, parce que la question étant, est-ce que c'est plus facile de gagner de l'argent là-bas ou ici? Ce que je dis, c'est que la réponse est vraie, c'est que selon moi, j'ai expérimenté les deux. C'est beaucoup plus facile. Parce que même ce que tu gagnes, par exemple, un truc simple, je vais te prendre un exemple de quelqu'un qui fait de la vidéo, par exemple. Tu fais de la vidéo pour trouver des clients là-bas. Où tu vas travailler en freelance, ça va être non seulement beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cela, tu vois, le marché est un peu plus mature. Et en plus de cela, ce qu'ils te payent là-bas, ils vont pas te payer ça ici. Moi, par exemple, quand j'étais là-bas, à un moment donné, j'ai proposé à une entreprise en fait de l'accompagner juste pour la partie Facebook en fait, ads, etc. Elle me payait 600 euros. 600 euros pas pour un mois mais pour une campagne en fait, tu vois. Alors qu'ici, si tu demandes à une entreprise de te payer genre 400 000 en fait pour ça, ils vont te dire non, tu vois, parce qu'en fait le pouvoir d'achat n'est pas forcément le même. Donc en termes de ça, gagner de l'argent, c'est beaucoup plus facile là-bas. Mais en termes de potentiel, il y a beaucoup plus de potentiel ici. C'est-à-dire que si tu regardes sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant ici. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis revenu. Parce qu'en fait, moi je regarde pas sur le court terme. Sur le court terme, tu peux gagner beaucoup plus là-bas, mais très vite en fait, tu peux perdre ça parce que la concurrence est tellement rude que tu es obligé de te réinventer exactement, tu es obligé de te réinventer très vite tout le temps. Et c'est pas stable en fait, c'est pas viable pour toi. Alors qu'ici, si tu tiens bon, tu peux en fait lancer un truc qui va vraiment s'étendre. Et quand on parle par exemple de nos marchés, on parle du Sénégal, de Dakar, etc. Mais moi par exemple, quand je regarde le marché, je regarde pas le Sénégal, Dakar. Je regarde en fait, le marché le plus grand. Et je me dis, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes ici à résoudre. Et donc du coup, quand tu lances des trucs ici, tu peux vraiment sur le long terme gagner plus. Tu vois. Et d'ailleurs, l'un de mes combats, comme je le disais, c'est vraiment de montrer aux gens que tu peux faire de business ici et gagner, voire plus que là-bas en fait, tu vois. Maintenant, après, il faut être aussi honnête, même on le voit dans le domaine des startups, etc. C'est qu'ils sont capables de lever là-bas, c'est pas ce qu'on est capable de lever. Mais si on regarde sur le long terme, tu vois, c'est même la raison pour laquelle ils sont en train de venir. Et si on regarde sur le long terme, le potentiel qu'il y a ici, sur le long terme, en fait, va rapporter beaucoup plus. Maintenant, le choix est donné aux gens. Est-ce que toi, tu es une personne court-termiste, tu regardes juste le court terme, tu veux gagner de l'argent vite fait, et donc tu te dis, il faut que j'aille là-bas pour gagner de l'argent vite fait, ou tu es une personne qui te dit, ok, je réfléchis comme un agriculteur, je vais planter, et je vais attendre parce que quand l'arbre va sortir, les fruits que je vais commencer à générer, ce sera sur le long terme, en fait, ce sera infini, en fait, d'une certaine manière. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un choix personnel. Maintenant, pour revenir peut-être à la question, bon, c'était pas une question, mais par rapport à les personnes qui choisissent l'immigration, moi, personnellement, je n'ai pas l'impression que ces personnes-là, en tout cas pour la grande majorité, choisissent l'immigration parce que elles pensent qu'elles vont forcément gagner plus là-bas. Je pense que c'est beaucoup plus un désespoir. Tu vois, les gens qui se disent, bon, je vais prendre peut-être une analogie qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est comme une femme qui serait dans un mariage où elle le vit vraiment mal en fait. Elle se dit tout sauf ici, tu vois. Et c'est ce que souvent les gens en fait vivent ici en fait. Ils se disent tout partout ailleurs, mais pas ici en fait. Et ils généralisent un peu cela à peut-être l'Afrique. Ils se disent, je préfère aller en Occident parce qu'ils pensent que l'espoir est beaucoup plus permis là-bas en fait. Et on voit ça pour l'Afrique parce qu'on en parle beaucoup parce qu'on est ici, mais même en France, si tu vois le climat là-bas, les Français en fait, ils veulent tous aller ailleurs. Et tu vois, il y a une grande mare de Français qui sont en train d'aller à Dubaï, il y a d'autres qui sont en train d'aller un peu partout. Parce qu'en fait, les gens, ils n'arrivent pas à voir en fait le côté positif de là où ils sont, tu vois. Alors qu'ici, il y a plutôt des personnes qui veulent aller peut-être en Occident, tu vois. Et donc, c'est beaucoup plus ça, c'est ce désespoir-là. Et je pense qu'en fait, là où peut-être on va peut-être interpeller un peu les États, c'est vraiment mettre en place des politiques pour redonner espoir aux gens, pour montrer aux gens que, ok, ce n'est pas juste les dire que vous pouvez faire ici, on leur montre cela et on les accompagne aussi, en fait, pour, j'ai pas dit accompagner en facilitant forcément, on va vous donner de l'argent, mais non, mettre en fait les conditions qui vont être propices pour que les gens puissent pouvoir
démarrer les choses ici, que ce soit des personnes qui veulent être employées, qui puissent avoir en fait des opportunités d'emploi, les personnes qui veulent lancer des business, qui puissent pouvoir les lancer en fait. Parce que si on met cela en place, l'espoir sera là et les gens vont rêver de la même manière que les personnes qui arrivent aux États-Unis qui se disent American Dream, j'ai aussi ma part, je peux aussi prendre, tu vois. Et donc c'est ça qui manque ici. Cet espoir aussi est perdu en France aussi, il faut le dire en fait, parce que souvent les gens qui n'ont pas encore été là-bas, ils pensent que les gens le vivent mieux là-bas, mais l'espoir aussi est perdu là-bas en fait. Les jeunes qui sont là-bas, ils te disent n'importe quoi sur la France et même pour cette raison, tu vois, il y a des trucs des gilets jaunes et tout ça, parce qu'en fait ils n'ont plus cet espoir-là. Et donc redonner cet espoir aux gens pour qu'ils puissent se dire, un peu comme ça a été le cas en Chine avec Mao Zedong, où il disait, on travaille pour essayer de créer en fait la Chine de demain, mais pas celle forcément d'aujourd'hui, mais tout le monde va se mettre aujourd'hui pour cela. Si on arrive à le faire, je pense que les gens, ils vont se dire, ok, c'est vrai que, bon, je vais dire en Wolof, Metinofi, mais on peut trouver quand même le moyen de faire en sorte que nous mettions en fait pour signer Edom en fait. Right.